cette citation du Financial Times, de hauts responsables militaires ont déclaré de manière anonyme que la résurgence du Hamas était due au fait que le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait jusqu'à présent refusé de travailler sur un plan spécifique pour le jour d'après à Gaza. Donc, est-ce que les Israéliens sont condamnés à faire ces mouvements d'aller-retour à chaque fois que le Hamas réapparaît, parce que le Hamas ne mourra pas, évidemment. C'est le malheur, c'est une guerre de Sisyphe. Il faut c'est le tonneau des Danaïdes, c'est Sisyphe. Il faut revenir à mais c'est accepté par les Israéliens. Ça s'appelle une défaite militaire. Ça s'appelle une défaite militaire. C'est ce que les Américains sont en train de répéter matin, midi et soir aux Israéliens. Vous avez une triple défaite. La première défaite, c'est que malgré tout, vous n'êtes pas arrivé à éradiquer le Hamas. Ça, c'est la première défaite, puisqu'il est toujours là, il a toujours les otages. Dans le nord de la Gaza, deuxième défaite, c'est que vous n'avez pas été capable de mettre en place ce que sera l'après. C'est-à-dire, vous n'avez pas été capable, vous, Israéliens, de pousser un gouvernement palestinien de rechange au Hamas, qui évidemment ressurgira des décombres. Ça, c'est la deuxième défaite. Et enfin, la troisième défaite, c'est ce que Biden dit beaucoup à Netanyahou, c'est que vous êtes en train de faire, au niveau international, d'Israël un État paria. C'est le mot qui est utilisé. Donc voilà le constat, et c'est dans ce contexte que survient cette révélation des services secrets américains qui disent en gros aux Israéliens, vous savez plus où vous mettez les pieds et où vous mettez la tête. Et les Américains ne veulent pas être entraînés justement dans le troisième point que vient de souligner Gilles Delafont, c'est-à-dire dans cette réprobation internationale, parce que c'est vrai qu'après le 7 octobre, il y a eu une solidarité au contraire énorme et évidemment qui est totalement légitime et explicable, mais maintenant avec les victimes civiles dans Gaza et le fait qu'aucun des objectifs que vient de citer Gilles n'ait été atteint, évidemment, il y a une réprobation internationale et on voit bien que Joe Biden en est arrivé à suspendre des livraisons d'armes et il a déclaré qu'il savait maintenant qu'une partie, certaines armes américaines avaient été utilisées dans un cadre où il y avait eu des violations des droits humains, éventuellement des crimes de guerre, etc. Et évidemment, Joe Biden ne veut pas être entraîné par Israël dans une image aussi négative. Donc c'est aussi pour ça qu'ils insistent de plus en plus, les Américains, pour qu'il n'y ait pas d'attaque sur Rafah à partir du moment où il n'y a pas de garantie de libération des otages. Parce que les otages, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est les grands oubliés de toute cette opération. Et puis si Yahya Sinwar n'est pas finalement neutralisé, comme disent les militaires. Je voudrais que vous nous disiez ce que vous pensez de cette déclaration du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui estime que la moitié des personnes tuées à Gaza depuis le début de la guerre sont des combattants du Hamas. Nous avons réussi à maintenir le ratio civil combattants tués à environ 1 pour 1. Vous mettez la tête dans les mains, Gilles Delafont. C'est de la fatigue ou vous êtes accablé par cette façon qu'a le Premier ministre de présenter... Bon, presque en forme de satisfaction. Non, c'est pas une satisfaction, c'est une justification d'essayer enfin de justifier jusqu'au dernier moment ce qui devient injustifiable aujourd'hui et dont il faudra à un moment rendre compte. Parce que comme l'a souligné Catherine, là c'est le juridique qui va s'emparer de l'affaire, notamment aux États-Unis où ça devient très 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 sérieux et là il va falloir rendre des comptes. D'abord sur le fond. Ça voudrait dire on a tué autant de combattants du Hamas que de civils. Or, vous disiez 10 000 civils qui ont... 10 000 combattants. 10 000 combattants, pardon. Officiellement, ils ont... Ça voudrait dire qu'il y a 20 000 en tout de tués à Gaza. Alors, officiellement, Tsahal revendique avoir éliminé 13 000 terroristes. 13 000 ou 14, mais en fait... Ça ferait 30 000 alors. Non, mais ce que je veux dire, en réalité, c'est moins. On parle de 16 000 civils et 15 000, je crois, combattants du Hamas. Oui, alors en fait, c'est moins. Vous pensez qu'il ment ? Oui, enfin non, pas qu'il ment, c'est qu'il y a toujours une exagération. Il y a toujours une exagération dans l'évaluation de de chaque côté, hein, parce que les bilans qu'on a, c'est seulement le Hamas. Hein. Non, après, non, je parle des combattants, et ça, je parle des chiffres israéliens. Je parle des chiffres israéliens. Les Israéliens disent, voilà, on a tué entre 13 000 et 14 000 combattants. Bon, en réalité, c'est probablement autour de 10 000. Hein, quand on discute un peu sérieusement, ces chiffres-là sont toujours un peu gonflés. Ces estimations, on fait ça, on dit, tiens, il y a tant de frappes, ça fait tant de morts. Bon. Après, ce qui concerne les civils,
Je rappelle que le porte-parole de l'armée israélienne lui-même, en décembre, disait « Nous estimons que qu'il y a 2 civils tués pour un combattant palestinien. Et on estime, oui, raisonnablement, qu'il y a sans doute aux alentours de 20 000 civils qui ont été tués. L'estimation relativement basse, qui est inférieure à celle que fournit le Mais qui est une estimation de qui ? C'est la mienne. D'accord. Non, mais voilà. C'est important parce qu'on a surtout l'estimation du Hamas. Toutes les estimations, dites-vous, de toutes les armées est exagérée. Certains disent 60 000, 70 000 morts. Donc vous dites, absurde, mais le Hamas, c'est pas une estimation. Non, et l'ONU a décidé de ne plus reprendre à son compte les décomptes. Non, mais le bilan présenté par le Hamas. Oui. Et dont le manque principal de transparence est de ne précisément pas dire quels sont les civils et quels sont les combattants. Oui, ils ne distinguent pas. Mais non, mais vous avez raison. Je crois qu'il y a un autre élément important quand même, c'est les voix qu'on commence à entendre au sein de l'armée israélienne, et où il y a des gens qui disent bon, c'est vrai, on a tué un chef du Hamas dans tel immeuble, mais on a fait s'effondrer l'immeuble sur 60 personnes. Ça, ce sont des voix israéliennes qu'on entend. Donc, le ratio, on saura sans doute, hélas, jamais. Mais je pense que du 1 pour 1, on en est assez loin. Voilà. Je voudrais juste terminer sur un point qu'on n'a pas suffisamment abordé, me semble-t-il. Et depuis quelques jours, en fait, depuis l'échec des négociations, on a du mal à voir comment elles peuvent reprendre. Côté égyptien, pour monter cette présence sur Rafah, les Israéliens ont occupé le fameux couloir de Philadelphie, qui est cette zone tampon qu'il y a entre l'Égypte et Gaza. Et les autorités égyptiennes font passer un certain nombre de messages depuis 3 jours pour dire attention. Parce que là, vous êtes rentrés dans une zone qui devient, pour nous, absolument insupportable. À savoir que si vous occupez l'extrémité ouest de Gaza, à savoir Rafah, et que si jamais il vous venait à l'idée d'ouvrir les portes pour laisser partir les Palestiniens de Gaza, alors, et ça ils ne le disent pas évidemment de cette façon-là, ce serait pour nous une façon de reconsidérer totalement nos relations avec Israël, et y compris, vous avez des demandes en ce sens qui émanent aujourd'hui même du Parlement égyptien pour dire l'accord de paix avec Israël, va peut-être falloir à un moment penser à se dire que ça ne vaut plus rien. Alors, Israël, ça c'est très grave, parce que ça veut dire qu'on change aussi de nature. Vous avez l'Égypte, date de 79. On a l'Égypte, on a les Américains là, qui, ces dernières heures, attention, disent n'y allez pas. Est-ce que Netanyahou va quand même le faire ? Pour l'instant, il a donné tous les signes du fait qu'il n'écoutait plus les Américains. Il a même fait une déclaration pour dire, même si on doit y aller tout seul, alors bon, c'est un peu une rodomontade parce qu'on sait bien que les Américains soutiennent Israël d'un point de vue militaire et qu'une partie évidemment, les armes utilisées dans Gaza sont en grande partie américaines. Mais en tout cas, lui, il a dit, de toute façon, même si on doit y aller tout seul, on ira tout seul. Donc c'est vraiment un geste de défiance vis-à-vis des Américains. Maintenant, la question sera de savoir si les Américains peuvent continuer à mettre plus de pression pour l'empêcher de le faire. On s'appuie notamment sur les généraux israéliens qui disent que c'est une opération vouée à l'échec. Ce serait quoi le step supplémentaire de la pression américaine ? Arrêter complètement la livraison. Alors ne plus suspendre, mais dire maintenant c'est terminé. Mais en même temps, il faut continuer à soutenir l'allié des Américains au Proche-Orient. Donc, ce ratio de 1 pour 1 dont parle Benjamin Netanyahou, juste petite précision et c'est important, c'est dans un podcast à destination des Israéliens. Donc c'est une communication interne. Parce qu'il sent aussi que du côté de sa population, il y a une forme de... ça commence effectivement à se rebeller très sérieusement. Et Netanyahou est en roue libre, il ne peut pas se permettre de s'arrêter. Il doit suivre son extrême droite, qui est complètement hystérique. Le jour où il s'arrête, il tombe.